Bonjour à tous, je m'appelle Michael Kazaginski et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vois qu'il y a mon partenaire également, Pierre. Bonjour. Et nous avons nos deux coachs que sont Yves Plourde et Luc Cardinal. Bonjour messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour Salut, Luc. bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un nouvel épisode des webinars live de Parcours Unité. Je remercie Pierre qui est backstage et qui va pouvoir nous envoyer aussi des informations sur les gens qui nous regardent. Donc, si vous êtes live, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous mettre vos commentaires. Donc, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique importante pour les leaders que nous sommes. Quand on parle de leader, on ne parle pas simplement de personnes qui sont en situation de leadership, bien entendu. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes entrepreneur, si vous avez à gérer tout un tas de choses au niveau professionnel, vous êtes concerné. Mais le leadership, ça concerne tout le monde. Je pense que Luc et Yves pourront me confirmer ça. On est tous en situation de devoir prendre des décisions, de devoir gérer des défis, des challenges. Donc, la soirée de ce soir va parler à tout le monde. Comment être en maîtrise? Quelle est la différence entre la maîtrise et le contrôle? On va regarder ça, on va évoquer ça tout de suite. Donc, je vais vous donner la parole à Luc Cardinal dans un instant. Je voudrais vous inviter, si vous êtes en live, à mettre un petit commentaire pour nous dire que vous êtes avec nous et à participer en posant vos questions. Et puis, si vous êtes... ah oui, je vois qu'on a un message d'une personne qui nous dit être là à plusieurs pour regarder. Voilà, c'est Marie-Christine Gosselin. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, messieurs, cette personne. En tout cas, elle semble vous connaître. Je vous invite à participer si vous êtes en replay également, à mettre vos commentaires. On pourra les lire et y réagir après coup. Donc, messieurs, je vais vous donner la parole, notamment en commençant par Luc Cardinal, mais j'aimerais vous présenter, te dire aux gens qui nous regardent combien Luc Cardinal est une personne importante. Yves également, vous êtes tous les deux coachs. Luc Cardinal est davantage un neurocoach et Yves Plourde davantage un coach exécutif. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer plus précisément la distinction que vous faites dans cette façon de coacher. Vous avez tous les deux créé un parcours exceptionnel de 7 mois pour les leaders. Encore une fois, les leaders, la définition qu'on met derrière le terme leader, c'est quelque chose que vous allez peut-être aussi préciser. Mais qu'est-ce que ce parcours permet pendant 7 mois? Eh bien, de révéler le leadership naturel des personnes en faisant un travail d'exploration, un travail d'expérimentation. Et là encore, vous allez pouvoir nous en dire quelques mots, même si on réserve généralement ça à un autre temps. Vous allez pouvoir quand même donner quelques éléments de ce parcours unité. Sachez que la soirée de ce soir s'inscrit dans un cycle où vous pouvez découvrir d'autres épisodes, d'autres rendez-vous avec d'autres thématiques. Donc n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube pour voir tous ces épisodes. Donc je te donne la parole, Luc, et je vous souhaite, messieurs, un très bon live, un très bon webinar. Et dès que Merci, si vous êtes Michael. en live, participez. On voudrait que ça soit conversationnel. Donc participez en posant vos questions. Bonne soirée. Merci. Ben, merci, Michael. Bonjour tout le monde. Salut mon chum. Salut Yves. Ça va bien? Salut. Oui, vraiment bien. C'est le fun de se retrouver ici. Je vous confie tout le monde que Yves et moi, on se retrouve depuis presque 2 ans maintenant à chaque semaine pour construire justement ce fameux parcours unité. On fait beaucoup de vidéos ensemble, donc on se retrouve à deux, mais pas nécessairement avec du monde. Fait que c'est un peu comme si on vous invitait dans nos conversations qu'on a tous les deux, particulièrement aujourd'hui pour vous parler d'avoir le contrôle ou d'être en maîtrise, qui peut paraître quelque chose de très proche, mais en même temps, c'est très différent. Si on fait juste regarder dans le dictionnaire que j'aime beaucoup, le dictionnaire Antidote, un magnifique dictionnaire québécois, quand on regarde le mot contrôle, bon, on voit vérification de l'attitude, de l'exactitude, de la validité, de l'authenticité de quelque chose, vérification du bon fonctionnement, surveillance. On pourrait se demander, est-ce que je peux être un leader sans faire tout ça? On voit aussi, en passant dans le contrôle, pouvoir, domination. Les troupes rebelles ont pris le contrôle de cette région. Bon, fait que ça définit un peu le mot
contrôle. Maintenant, quand on regarde maîtrise, fait de maîtriser quelque chose, de pouvoir l'employer avec facilité. Je pense qu'on n'a pas choisi ces mots-là par hasard. On va donc parler de la différence entre le contrôle et puis la maîtrise, et puis à quel point l'un versus l'autre va nous permettre d'être vraiment le leader naturel qu'on est ou pas. Et donc, si vous êtes ici pour en apprendre un peu plus sur le leadership, avec l'éclairage du parcours unité, bien, vous allez être à la bonne place. Ce n'est pas un sales pitch qu'on va faire aujourd'hui. On veut vraiment vous laisser du contenu qui va pouvoir vous servir. Et si, naturellement, le parcours vous intéresse, bon, on va vous inviter à vous joindre à nous, particulièrement ce vendredi. On a une suite où on va reprendre le même thème, mais là où on va parler beaucoup plus du parcours, comment ça fonctionne sur 7 mois, combien ça coûte, c'est pour qui, c'est comment, c'est pourquoi. On va rentrer dans tous ces détails-là. Alors Yves, mon chum, j'ai parlé de contrôle, j'ai parlé de maîtrise. C'est la première fois d'ailleurs que je vais avoir une définition des deux mots, puis que je le dis comme ça. Fait que tu as entendu des choses. Fait que qu'est-ce que ça fait émerger en toi? Et je suis sûr que de répondre à cette question-là, ça va nous lancer vraiment dans la conversation. Oui. Ben, ce que je trouve vraiment intéressant dans ça, c'est qu'il y a une notion de pouvoir là-dedans. Okay? Le pouvoir sert qui, sert quoi? Et dans le fait du contrôle, on dit bien pas, on dit avoir le contrôle. Donc, quand j'ai le contrôle, j'ai l'impression que tout se passe comme je veux que ça se passe. Donc, j'ai l'impression d'avoir un certain pouvoir sur la réalité dans laquelle je choisis de vivre. Donc, je peux avoir le contrôle sur mes enfants, je peux avoir le contrôle sur mon équipe de direction, je peux avoir le contrôle sur peu importe ce que je choisis. C'est un pouvoir. Puis si tu as essayé d'avoir le contrôle sur tes enfants en passant, tu vois que c'est un grand défi. Ça peut être plus tough. Oui, tout à fait. Et ça se peut que ça me fasse perdre une quantité astronomique d'énergie à essayer d'avoir le contrôle sur la vie de quelqu'un qui ne se contrôle pas. Puis je pense que c'est ça qui est important de remarquer, c'est que le contrôle, je dirais la source du contrôle est beaucoup plus au niveau de la personnalité ou au niveau de l'ego. C'est l'ego qui semble de contrôler quelque chose. Et souvent, ce que j'ai pu voir, moi, chez les gens qu'on va dire sont contrôlants ou qui sont de nature plus contrôlante, qui veulent contrôler leur environnement, c'est souvent des gens qui sont hypersensibles. Ce sont des gens qui sont sensibles, c'est des gens qui ont une grande sensibilité et pour éviter d'être en contact avec cette sensibilité-là parce qu'elle fait mal, quand les choses ne se passent pas comme elles veulent, elles vont monter à ce moment-là au niveau de la personnalité ou au niveau de l'ego et vont tenter à ce moment-là d'exercer du contrôle. Donc, il faut que ça se passe comme moi je pense. Et pourquoi dans la tête? Parce que la tête, elle est beaucoup plus logique. Fait que ça va faire des gens, très souvent, qui vont maîtriser une compétence. Ils vont aller à fond dans la compétence pour exprimer, qui comprennent ça, qui connaissent ça, puis qui ont le contrôle sur la compétence. Donc, ils peuvent avoir le contrôle sur ce qui se passe à ce moment-là. OK? Donc, la première distinction à faire, elle est là. De voir que les gens qui vont avoir tendance à être contrôlants dans leur vie ou à vouloir avoir le contrôle, c'est qu'ils veulent que ça se passe comme eux pensent que ça devrait se passer. Donc, je m'en vais avec ma petite famille voir mon frère ou ma sœur. On s'en va se baigner chez eux. J'amène mes 3 enfants. Donc, je veux m'assurer que mes enfants vont se comporter comme je pense qu'ils doivent se comporter. Et là, ce que je vais faire lorsque je vais arriver chez mon frère et ma sœur, je vais avoir plus tendance à vouloir avoir le contrôle sur eux autres. Pour pas qu'ils viennent faire des choses différentes que moi je pense de ce qu'ils devraient faire. Ça, c'est la notion de contrôle. Donc, la notion de contrôle... C'est un peu comme une stratégie pour créer selon l'image qu'on se fait de ce que ça devrait avoir l'air, ou encore pour éviter justement, dans ton exemple, que mon frère et ma soeur ne soient pas contents de moi, puis que ça fait juste renforcer encore une fois comment
je ne fais pas vraiment bien partie de la famille, si c'est ça dans mon cas, parce que ça peut arriver. Hein? Bien sûr, ou que je passe pour un mauvais père, ou que je passe pour Ah, une mauvaise mère. Donc, à ce moment-là, pour préserver cette crédibilité-là de mère ou préserver cette crédibilité-là de père, je vais maintenir un contrôle sur mes enfants pour qu'ils se comportent selon ce que moi je pense de comment ils devraient se comporter. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait, comme tu l'as dit dans la définition, quelqu'un qui check, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui s'assure que c'est fait selon les normes, et il domine à ce moment-là. Il est dans une position de dominance sur l'enfant. c'est intéressant ça, parce que tout ce que tu viens de décrire, ça s'apparente beaucoup plus au management qu'au leadership. Puis encore là, c'est une autre distinction. Je ne sais pas si on va aller à fond là-dedans, Ouais. parce que c'en est une importante. Je pense qu'on pourrait aller là à un moment donné parce que l'idée, c'est est-ce que ça prend du contrôle? Oui, ça prend un certain contrôle. Le problème, c'est je ne peux pas être un bon leader si je suis dans le contrôle. Pourquoi? Parce qu'un des éléments clés dans le leadership, c'est la relation à l'autre. Donc, fais juste imaginer, Luc, que tu es mon fils, puis que je tente d'avoir un contrôle sur toi, puis qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, je te dis non, c'est pas de même que tu vas faire ça de telle façon. Mon intention derrière ça, elle est bonne. Parce que je veux peut-être t'éviter une mauvaise façon de le faire. Je veux peut-être t'éviter de prendre trop de temps pour le faire parce que moi, j'ai une voix qui est plus rapide, etc. Sauf que toi, lorsque tu vis ça, ben, tu as l'impression souvent que c'est moi qui gagne et c'est toi qui perds. Ben non seulement ça, si tu fais ça, je ne pourrai jamais être responsable de ce que tu me demandes de faire. Tout si à fait. tu veux que je le fasse à ta façon. Stephen Covey, que bien des gens connaissent, là, Seven Habits of Highly Effective People, lui, il parle de ça en termes de tu ne peux pas demander aux gens de devenir responsables si tu essaies de superviser leur méthode. Autrement dit, on donne un objectif, mais on ne donne pas juste un objectif. En gestion, on va aussi dire, puis pour atteindre l'objectif, voici comment tu vas faire. C'est quasiment comme de couper les ailes aux gens. Puis là, on n'est plus un leader, on est vraiment un gestionnaire. Puis ça en prend, comme tu dis, des systèmes de contrôle, des systèmes de s'assurer qu'on atteint nos objectifs ou encore que si on est dans une ligne de production, que le produit qu'on produit respecte les normes de qualité. C'est sûr que ça en prend. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que là où ça devient malsain, c'est quand ce contrôle-là est sur le plan relationnel, justement. L'emprise sur l'autre, qui va le faire comme je voudrais. Puis là, te donner un exemple en famille. As-tu une idée d'un exemple en entreprise de quelqu'un, peut-être, qui est passé du contrôle à la maîtrise? Parce qu'on pourrait, après ça, aller parler un peu de, OK, c'est quoi la maîtrise? Puis après, ramener ça ensemble, si tu veux. Bon, si tu le veux bien, Luc, restons un petit peu avec l'exemple du père et de son fils. OK? Où est-ce que le fils, admettons, veut sortir? Il dit, hey, papa, j'aimerais ça aller à telle fête, puis ça. Non. Pourquoi? Parce que dans la tête du père, une des façons de bien contrôler son fils, s'assurer qu'il est un bon père, c'est de l'avoir près de lui à la maison. OK? Et là, son fils fait quelques demandes et c'est toujours non, non, ou oui, mais tu vas le faire à ma façon. Donc, c'est quoi la position? La position, c'est que le fils a tout le temps l'impression qu'il perd, que son père gagne. Donc, tu perds, je gagne, tu perds, je gagne, tu perds, je gagne. As-tu réellement le goût d'être en relation avec moi? Tu vas me dire, pas en tout, je n'ai pas le goût d'être en relation avec toi. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans la notion de contrôle, il y a une séparation au niveau relationnel, donc une séparation de cœur. Et là, tout ce qui se passe au niveau de la tête. Oui, dans un cas de discussion de gestion, ça peut être intéressant. Mais encore là, je veux avoir le contrôle, donc c'est moi qui vais prendre la décision finale. Les autres n'ont pas trop d'espace pour exprimer ce qu'ils pensent s'ils ont une pensée différente de la mienne. Donc, qu'est-ce que ça fait en gestion? Bien, ça fait du my way or the highway. Et on pense que ça n'existe pas en entreprise aujourd'hui, que les gens sont ouverts, puis que ça discute, puis tatati, puis patata. Mais la résultante de ça, c'est la méfiance. Et la méfiance, je dirais que c'est un des éléments les plus
catastrophique en entreprise. Ah oui, tout à fait. Il y a Patricia qui a posté il y a quelques instants que l'un vient de l'insécurité, puis l'autre vient de la confiance, puis de la relation. Ben oui, c'est tout à fait ça, là. Puis il y a même des Oui, études de Stephen Covey Jr., c'est drôle, je parlais du père, là, je vais parler un peu du fils, qui lui a fait un livre qui s'appelle The Speed of Trust. Puis il arrive à oui, la conclusion là-dedans, après avoir fait des études, puis donc une conclusion qui sont des faits également. Premièrement, on peut mesurer dans l'entreprise le niveau de confiance, parce que ce qu'il nous dit, c'est que plus la confiance est élevée dans une entreprise, plus les coûts descendent et la rapidité d'exécution augmente. oui, augmente, Et tout à à fait. l'inverse, tu parles de méfiance. Est-ce qu'il y a de la méfiance dans l'entreprise? Si on vit des frustrations avec la rapidité d'exécution pour avoir le même meeting 3-4 fois, on le demande à quelqu'un, il faut y redemander encore, c'est pas encore fait, la rapidité d'exécution, puis les coûts qui nous semblent élevés, on est dans plus de méfiance que de confiance, effectivement. Puis peut-être, et c'est ça la question aujourd'hui, il serait temps de s'ouvrir. Est-ce que c'est moi, en tant que leader, qui vit une certaine insécurité, puis à cause de ça, je tente de tout contrôler? Et ça prend un certain courage pour aller voir, puis pour pouvoir se l'avouer. Puis si on se l'avoue que oui, effectivement, je vis des insécurités, bien, il se peut qu'on ait besoin d'un peu d'aide, d'un peu de coaching pour passer à un mode de gestion et surtout à connecter un leadership où on a su comment prendre soin de nos besoins de sécurité sans pelleter ça dans la cour du voisin ou chez nos employés. Ben, c'est tout à fait juste. On est exactement à la bonne place. Donc, quand on parle de contrôle, c'est effectivement, je veux que ça se passe comme moi, je voudrais que ça se passe tout le temps. Parce que quand ça se passe comme je veux que ça se passe, je ne vis pas d'émotion. Je ne suis pas en réaction émotionnelle. Et la blessure que ça vient toucher le contrôle, c'est celle-là. OK? Parce que, donc, c'est pour ça que je disais au début que c'est des gens qui sont sensibles. Donc, si à ce moment-là, ça se passe tout le temps comme je veux que ça se passe, tout est sous contrôle. On entend celle-là? Tout est sous contrôle. Sauf que je suis Oui. extrêmement limité dans mon aspect relationnel avec les autres, dans l'aspect relationnel avec mes enfants, dans l'aspect relationnel avec mes collègues de travail. Ça peut être mes clients, ça peut être mes fournisseurs, peu importe c'est qui. Oui, Donc, puis tout est ça sous demande, contrôle. Là, je me sens bien, mais aussitôt que je le sens, que je le suis plus, je me sens moins bien. Fait que c'est comme le roller coaster continuel sur le plan émotionnel. Parce que la vie, c'est continuellement. ça. Il y a des choses qui changent, les conditions changent. Puis ce qui nous donnait un certain contrôle, certaines conditions ont changé qui font que le même contrôle donne plus les mêmes résultats. D'ailleurs, je suis prêt à parier que beaucoup de gens qui s'identifient à ce qu'on est en train de discuter en ce moment vont être, encore une fois, si on a le courage de se regarder dans le miroir puis de regarder comment ils se sentent pas si bien que ça, là, parce que les moments de bonheur, ils ne durent pas longtemps. Le contrôle, il ne dure pas longtemps non plus. Tout à fait. Et by the way, Luc, je pense que tu touches un élément essentiel quand on se regarde. Est-ce que me considère comme contrôlant ou pas? Tu n'as pas besoin de crier ça à tout le monde. Vous pouvez le regarder pour vous. Si vous dites, hey, effectivement, j'essaie tout le temps d'avoir le contrôle sur ce qui se passe, puis ça, la résultante de ça, c'est quoi? C'est que ça me génère un stress fou. Je réussis de peine et de misère à livrer ce que j'ai à livrer, mais je suis épuisé, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que je passe tellement d'énergie là-dedans que c'est ce qui me vide de mon gaz. Donc, quand j'essaie d'être en contrôle, d'avoir le contrôle, ce que ça fait, c'est que mon pouvoir ultime d'être humain diminue et la résistance à ce qui se passe augmente. Donc, la résultante de ces deux-là, c'est une perte d'énergie hallucinante. Puis sais-tu comment Donc, ça se traduit? Ça, je me souviens d'un de mes clients aux États-Unis, qui, dès le premier coaching, on avait créé l'atmosphère pour qu'il puisse vraiment se confier. Puis pendant 1 minute et demie, 2 minutes, il m'a tout raconté ce qu'il n'allait pas dans sa vie, sans réaliser que dans le fond, puis c'était parfait, là, parce qu'il me donnait toutes les clés pour l'aider là, au niveau coaching. Mais ouais. qu'est-ce qu'il me disait? C'est que ses employés n'avaient aucune autonomie, ne prenaient pas d'initiative. Il était même surpris, après 10 minutes qu'on ait passé ensemble, que personne soit venu frapper à la porte. Puis, donc, il se plaignait de ça. Puis que d'avoir l'impression que toutes les décisions, il fallait qu'il prenne, fallait qu'il fasse partie de tous les comités pour s'assurer que ça marche comme il faut, puis tout ça, sans réaliser que c'est lui qui créait ça. Parce qu'il demandait à ses employés, avant de faire ça, venez m'en parler. Puis là, après, il se plaint qu'ils font ça.
Fait que, est-ce qu'on n'approche pas un peu la folie en quelque part? C'est pas la définition de la folie, c'est Einstein qui le dit, la folie, c'est d'avoir les mêmes comportements, refaire les mêmes choses, puis s'attendre à un résultat différent. Il faudrait peut-être passer à un autre niveau. Oui, tout à fait, tout à Ouais. Puis fait. ils sont pas coupables en passant. Tous ces gens-là qui pourraient s'identifier, il n'y a pas de culpabilité ou de responsabilité. Comment peux-tu être responsable quand tu le sais même pas? Quand tu n'es même pas conscient. Puis c'est ça un peu le but de nos webinaires, c'est d'amener une certaine conscience. Je vous rappelle, je suis Luc Cardinal, neurocoach, un des co-concepteurs de la zone haute performance puis du parcours unité. Je suis avec mon grand ami, collègue Yves Plourde, qui est coach exécutif, qui a été très, très connu au Québec, notamment à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Ça fait 10 ans déjà hein, que tu es à l'école. Donc, si vous nous connaissez un peu, vous n'êtes pas sûr, c'est dans ces environnements-là que vous auriez pu nous rencontrer auparavant. Personnellement, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences au groupement des chefs du Québec, qui a changé de nom. Je me souviens plus c'est quoi leur nouveau nom, mais bon, vous savez de qui je parle. Donc, on est avec vous pour parler d'avoir le contrôle, et on dit bien avoir le contrôle versus être en maîtrise. Fait que, que tu dirais qu'on aille un peu vers la maîtrise maintenant? Oui, avec grand plaisir. Donc, lorsque... Si je passe du contrôle, tout ce qu'on vient de décrire, à la maîtrise, comment je fais ça, puis c'est quoi que ça donne? Ça ressemble à quoi être en maîtrise versus avoir le contrôle? C'est quoi le bénéfice pour un leader? Parfait. Donc, la première distinction à faire, c'est quand j'essaie d'avoir le contrôle, c'est que j'essaie de prendre tout ce qui est extérieur à moi et de le faire fitter dans comment je pense avec ma tête de comment ça devrait être. OK? C'est ça que je fais. Puis tout ce qui ne fit pas dans la réalité avec ce que je pense de comment je devrais être, j'essaie de le contrôler pour que ça puisse se passer comme je veux. OK? Donc ça, c'est la première étape. OK? Je ne veux pas que ça change. Je veux que ça se passe comme moi je veux. Quand je suis en maîtrise, quand je suis dans un état de maîtrise, la première chose que je peux constater, c'est que ma conscience, mon niveau de conscience est différent. Je ne suis plus à essayer de réparer quelque chose dans le monde extérieur. Je ne suis plus à essayer de fixer quelque chose dans le monde extérieur. J'accepte que le monde extérieur est comme il est. Parce que de toute façon, il est comme ça. OK? C'est comme, puis on a entendu souvent, je l'ai entendu souvent, ça, dans les années passées. Ah, tabarouette, avec la pandémie, je ne peux pas sortir de chez nous, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Fait que mon point d'action devient totalement différent. C'est-à-dire que, est-ce que je suis en action par rapport à une réaction que j'ai? Ça, c'est quand j'essaie d'avoir le contrôle. Quand je suis en maîtrise, j'ai une action intelligente à partir de ce qui est. Donc, à partir de ce qui est en train de se passer. OK? Pour ça, la clé de ça, c'est de comprendre comment, en tant qu'être humain, je fonctionne. OK? Puis quand je parle de comment, en tant qu'être humain, je fonctionne, pas besoin d'avoir une maîtrise en psychologie. OK? Il y a quelques concepts clés que je dois comprendre. Donc, je dois comprendre la personnalité, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, je passe des profils de personnalité, puis là, j'ai un profil MPO, j'ai un profil Nova, j'ai 43 profils. Puis là, ouais, ils disent toute la même affaire, fait que je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. La personnalité, c'est l'outil d'interaction que tu utilises avec l'environnement dans lequel tu es. Donc, c'est pas ce que tu es. D'ailleurs, j'ai un point par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je le dis aussi à ma clientèle. C'est extraordinaire, ces profils-là. Mais ils ont tous la même erreur fondamentale, c'est de dire cette personne est comme ci, cette personne est comme ça. Ça serait plus juste de dire cette personne s'est construite une personnalité qui est comme ci ou qui agit comme ça. Puis cette distance-là, parce que j'en parle parce qu'on fait ça tous les deux avec notre clientèle, elle a l'air de rien au début quand on a cette première conversation-là, qu'on l'entend pour la première fois, cette distance-là, d'être capable de dire ma personnalité. D'ailleurs, en passant, en français, on ne dit pas Yves est une belle personnalité. On va dire qu'il a
une belle personnalité. On parle de qui? Est-ce qu'il y a comme 2 personnes dans la phrase? Puis oui, on a besoin de comprendre, on le fait naturellement dans le parcours unité, comment elle fonctionne, ma personnalité. Parce que non seulement c'est mon interface avec le monde, avec mon environnement, mais avec ça, je suis capable d'aller voir aussi mon vrai style de leadership. Pas celui de Richard Branson, d'Elon Musk ou de quelqu'un d'autre que j'admire. Parce que vous remarquerez que ceux qui admirent quelqu'un et qui essayent d'émuler leur comportement, ils vont devenir extraordinaires s'ils ont déjà une personnalité un peu similaire à ceux qui admirent. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Il va y avoir un introverti coopératif qui aime l'équilibre, qui aime l'harmonie, qui aime ça, l'esprit d'équipe, l'atmosphère de travail, puis il essaye, puis il admire, je ne sais pas moi, Steve Jobs, puis il essaye d'adopter ses comportements. Ça va clasher, là. Puis c'est intéressant parce que au niveau des neurosciences, quand on parle de leadership aujourd'hui, puis on demande, avez-vous une définition du leadership? Oui, la cohérence des cerveaux, avec un S. Parce que, bon, on en parle dans d'autres lives, là, on a un cerveau pas juste dans la tête, on a un dans le cœur, on a un dans les intestins, et ils ont des rôles différents. Donc, le passage du contrôle à la maîtrise passe par le fait de bien se connaître, know thyself. Oui. Bien, tout à fait. Donc, de commencer par une observation, OK? Puis, au lieu d'être dans une opinion sur moi. Donc, exemple, je me vois dans un comportement que je considère qui est contrôlant. Ça se peut que le réflexe que j'ai, c'est « Ah, hey, tu ne devrais pas faire ça, tabarouette. » Puis là, tu essaies d'avoir le contrôle sur les autres, puis c'est pas bon. Puis les 2 bozos dans le séminaire nous ont dit qu'on ne devrait pas faire ça, puis patata. Donc, il y a un jugement encore sur les comportements que tu as, au lieu d'être dans l'acceptation totale de ce qui est. Parce que de toute façon, c'est ce qui est. Donc, si je me vois porter un jugement, au lieu de me juger encore plus là-dedans et rajouter une couche de contrôle, parce que là, je ne devrais plus avoir le contrôle. Fait essayer de ne plus avoir le contrôle. C'est comme je veux me contrôler à ne pas avoir le contrôle. C'est vraiment drôle. C'est ça. Oui. Donc cette notion de contrôle-là vient du manque je dirais pas d'intelligence, c'est pas ça le point, c'est un manque de connaissance de l'intelligence émotionnelle. Puis regarde à l'écran, je ne sais pas si tu le vois, la réaction de Marie-Christine, hein, qui dit que la réaction déclencheur est étroitement liée aux souffrances, blessures, sentiments, émotions. Oui, puis les blessures, les sentiments et les émotions, on a besoin quelque part d'aller voir à quoi ils servent, puis comment se servir de ça aussi. Ça fait partie du parcours unité. Merci. C'est très juste. Merci beaucoup, Marie-Christine, parce que lorsqu'on parle de blessures, lorsqu'on parle d'émotions, souvent, on va parler d'excellence du leader. OK? Puis on dit, le leader, c'est la performance qui va l'amener à l'excellence. Nous, ce n'est pas la performance qui amène à l'excellence. OK? C'est le bien-être qui amène à l'excellence. Simplement parce qu'il y a un processus physiologique très simple à voir, c'est quand je suis dans un état de bien-être, j'ai accès à 100% de mes 3 cerveaux. Quand je suis dans un état, mettons, de contrôle, à ce moment-là, il y a un stress qui est généré et je perds environ 70% de cette intelligence-là. Donc là, tout ce qui me reste de disponible, c'est ma tête, puis ce que je pense qu'il faut que je fasse pour que tout le monde contrôle les affaires pour qu'on arrive au résultat que je pense qu'il faut avoir. Au lieu juste peut-être d'être une petite note par rapport à... Oui. Excuse-moi si je te coupe, Yves, une petite note par rapport à ce que tu viens de dire, pour ceux qui nous écoutent en ce moment. C'est démontré maintenant, et ça fait partie de ce que j'ai étudié, entre autres en neurocoaching, que dès qu'on est sous tension, et j'utilise le mot sous tension plutôt que stress, parce que trop souvent, quand on dit stress, on a l'impression qu'il faut être rendu comme ça pour parler de stress. Non, non. Je viens de me faire couper, puis j'ai pas aimé ça, je suis en retard au travail, c'est pas grand-chose, mais bon... je viens d'aller me commander un café, puis c'est pas exactement le café que je voulais. Je viens d'avoir une conversation, ça s'est pas passé comme je voulais. Toutes ces choses-là créent des tensions en nous. Et puis, si on mesurait, d'ailleurs, si on connectait un individu, et comme ça m'est arrivé souvent avec des clients, de dire, est-ce que tu te sens stressé? Ben, à l'occasion, et en ce moment, non, pas du tout. Et de les brancher à une technologie qui nous permet de dire, hors de tout doute, avec des faits à l'individu, ça fait tellement longtemps que tu vis comme ça, que tu es sous tension, que tu es donc stressé, mais tu ne le sais plus, parce que ça fait 15-20 ans que tu vis sur cette espèce d'adrénaline-là,
tu as l'impression que tout va bien. Quand la personne apprend qu'effectivement, elle est stressée, bien là, ce qu'on est en train de dire, ça fait beaucoup de sens. Pourquoi? Puis là, bien, reconnaissez-vous là-dedans, ce qu'on a appris au niveau des neurosciences. Je ferme cette boucle avec ça. C'est que quand on est sous tension, la moindre petite tension, l'amygdale cérébrale, en plein centre de notre cerveau, déclenche tous les systèmes pour dire il y a un danger imminent. Passons au mode survie. Coupons les fonctions cérébrales les plus élevées, amenons de l'inhibition corticale pour faire en sorte qu'on va se concentrer sur la survie. Fait que là, si j'ai un morceau de pain en avant de moi, puis il y en a un autre qui s'approche, je vais me mettre à grogner pour qu'il s'éloigne, parce que c'est le seul morceau de pain qu'il laisse. C'est une métaphore pour parler du tirage de couvertes dont on entend parler dans les entreprises. Hein? Écoute, non, c'est à moi. Puis, ou encore, lui, il essaye de faire les choses pour moi dans mon département. Il fait quelque chose d'extraordinaire pour les clients. Je suis à service à la clientèle, mais il n'est pas dans mon service, puis je vais être en maudit après lui parce qu'il me vole la vedette en quelque part. Toutes sortes de réactions un peu comme ça, dont on ne peut pas être responsable parce qu'on n'est pas présent. On a à peine 30% de notre énergie. On est coupé des fonctions cérébrales qui fait qu'on est intelligent, qu'on est présent, qu'on est compréhensif, qu'on a une bonne communication, qu'on sait entendre entre les mots de la personne, puis même questionner ça. C'est comme l'ouverture qui se passe autour de nous est gigantesque avec simplement une clé qui a à voir avec le fait de mieux se connaître. Oui, ma personnalité, mais connaître mes états. Connaître, je suis où en ce moment, comment je me sens, puis d'être capable tout doucement d'amener dans notre vie des comportements qui sont des comportements d'auto-observation puis d'ajustement de mon état, d'ajustement de mes émotions. Et c'est là qu'on passe à la maîtrise plutôt qu'au contrôle, parce que dans un monde de maîtrise, on va plutôt accueillir la réalité telle qu'elle est. Et si la réalité qu'on accueille ne correspond pas à nos objectifs, on va naturellement faire ce qu'il faut pour avoir nos objectifs, mais pas dans une énergie de frustration puis de pointage de doigts à qui a fait des erreurs, etc. Plutôt dans une énergie de « let's go, on est capable, on a manqué à cible à l'étape où on est rendu. Par contre, j'ai observé blablabla, blablabla, let's go la gang », mais dans une énergie qui construit. Parce que l'énergie du contrôle, je ne suis pas sûr que ça construise. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est exactement ça. Puis comment ça va se répercuter souvent en entreprise? Puis, je peux vous donner un exemple que vous avez sûrement, probablement déjà tous vécu. Il y a un directeur dans le comité de direction qui va dire quelque chose à un autre directeur ou le président va s'adresser au directeur puis il va dire hey, on me semble qu'on a des problèmes avec les opérations cette semaine. Là, le directeur des opérations ne dit rien, mais vous voyez dans sa physionomie qu'il n'est pas bien là, que ça. Là, il est en contrôle émotionnel. Il ne veut pas que les gens sachent ce qu'il vit d'un point de vue émotionnel. As-tu un exemple vrai que j'ai connu il y a 6 mois avec un client? Ben, vas-y. On fait son profil de personnalité. Il est hyper extraverti. Il est génial avec le monde. Il fait le tour, quand il se sent bien, là, il fait le tour de la shop, puis le monde sont motivés, puis ils sentent que la direction est là pour travailler avec eux, puis il est vraiment extraordinaire. Mais au niveau de la production, au niveau de la planification de la production, il y a un gars extraordinaire dans son équipe, mais il est pris avec la croyance qu'un bon directeur des opérations, il faut qu'il sache faire ça avant de le déléguer. Tu comprends? Puis là, en plus, son patron, il demande la planification. Fait que le président, propriétaire de l'entreprise, il demande sa planification. Mais moi, je suis en coaching avec lui, puis je dis, non, pourquoi tu ne donnes pas ça à Thomas? Il est tellement extraordinaire là-dedans. Tu peux avoir des conversations régulières avec lui avant d'aller voir Nicolas, tu sais, c'est comme... Mais, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Sauf que la semaine d'après, il m'annonce que là, il a vraiment décidé là, de vraiment mettre le paquet là, pour vraiment bien comprendre les systèmes en place, puis faire sa planification, puis remplir les normes. Puis il est convaincu, là. Mais moi, j'ai son profil de personnalité. Fait que je dis, tu es en train de me dire, tu vas passer 2 heures par jour à faire quelque chose que tu n'aimes pas, même que c'est sûr que tu ne te lèves pas le samedi matin en te frottant les mains en disant, oh yes, je vais aller faire de la planification. T'as dit ça! Ouais. On s'est assez parlé, je le sais, là. Puis toi, tu penses que tu vas être plus performant si tu arrives à faire ça, alors que tu as quelqu'un dans ton équipe qui pourrait le faire. C'est quoi cette affaire-là? Pour découvrir au bout de la conversation
qui était pris avec cette croyance-là, puis qui voulait impressionner son boss. Il voulait se sentir crédible auprès de son patron. C'est tellement pas intelligent, puis je dis pas que lui, il n'est pas intelligent, il est hyper intelligent, mais dans ce qu'on observe, puis tu l'observes toi aussi souvent en tant que coach, c'est comme « Hey, t'es où? » C'est ça la question. La personne est comme pas là, elle est dans des automatismes. Fait que ça en est un exemple. Puis quand il a réussi à débloquer ça, mettons qu'il a libéré beaucoup de temps pour être dans là où il est bon, de performer en étant dans le bien-être. Tout à fait. Donc, quand il est face à la situation, il vit une émotion d'inconfort et il le sait. Sauf qu'il n'écoute pas ça. Il n'écoute pas ça. Il n'est pas en contact avec ça. Tandis qu'un être en maîtrise, ce qui va arriver, la même situation, son boss va lui dire quelque chose. Comment ça se fait? J'ai pas eu le rapport des opérations ou j'ai pas eu la planification de la production cette semaine. Il va être en mesure de dire « Je comprends ce que tu demandes. By the way, je me sens pas bien avec ça. » Parce qu'il se sent. Donc, le cerveau, ce cerveau-là du cœur et des tripes est connecté. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoute, je vais faire ça, j'ai besoin de telle personne ne sont pas là aujourd'hui. Demain matin, je suis enfin une priorité, puis je vais te livrer ce que tu as besoin. Mais il n'est pas à l'envers. Il n'est pas à l'envers. Il est en maîtrise de lui-même. Il ne reste pas pris avec ça toute la journée en disant hey, il faut que demain, je pense à ça. Il faut absolument que je fasse ça. C'est un point hyper important que tu amènes là, Yves, parce que si on parle, on a le modèle de la zone aux performances qui est naturellement beaucoup utilisé dans ta pratique, dans la mienne, dans le parcours unité. 6 niveaux de conscience, le sensoriel, le socio-affectif, le mental, l'identitaire, le spirituel et l'universel. Les parties du haut, quand on est sous tension, ils disparaissent. Fait qu'on est avec une toute petite partie de nos capacités. On est sous tension. Puis, si on a appris à contrôler une chose, c'est bien notre monde émotionnel. Et ce monde émotionnel, est-ce que vous voyez où je pointe, là? Je pointe pas mon oreille, là, je pointe pas mon épaule, je pointe mon cœur. Puis là, on ne parle pas du cœur doucereux, d'être amoureux, puis de cet aspect romantique, là. Le cœur, ça peut trancher. Le cœur va faire que tu vas finalement oser dire à ton VP qui te coûte 300 000 par année, qui n'a fait pas la job, puis qu'il est temps que tu le remplaces, comme on a déjà connu dans certains clients. Mais pas en attaquant, on est même avec l'autre, on peut même sentir que c'est bien plate d'être rendu là, puis ça me fait de la peine d'avoir à prendre cette décision-là avec toi, mais on n'a pas le choix, ça ne marche pas. Exemple. Donc, parlons un peu du contrôle émotionnel, parce que c'est géant ça, puis on le sait qu'on a passé à d'autres choses. On a appris, je rappelle à tout le monde, dans ce qu'on appelle Corporate America, que si on voulait gravir les échelons du succès, on a ramené ça chacun dans nos vies selon notre propre définition du succès, mais on a quand même ramené que pour gravir ces échelons-là, il fallait contrôler nos émotions, parce que ce n'est pas le temps de péter sa coche ou de manquer de contrôle quand la situation n'est pas favorable. Il faut donc piler ses émotions, puis là, on monte dans notre tête, puis on se promène avec une tête déconnectée un peu d'ici. Bien, tout à fait. Puis Luc, un exemple que j'ai entendu il n'y a pas tellement longtemps, qui est tellement puissant, c'est on élève notre enfant arrive à 7-8 ans, on se sépare, le père s'en va à l'extérieur, l'enfant est avec la mère ou l'enfant est avec le père, puis là, le petit gars va voir sa mère et il dit « Maman, je m'ennuie ». Là, c'est quoi le premier réflexe de la mère? Elle le prend dans ses bras. Ben non, tu ne devrais pas t'ennuyer, mon petit gars. Je suis là, c'est quoi ça? Contrôle. Viens, on va aller manger une crème glacée ou on va aller jouer à tel jeu ou on va aller faire quelque chose. Quand on se transporte en Finlande, dans le système d'éducation, le même petit gars qui est différent, qui est un Finlandais, qui va voir sa mère, qui vient de se séparer, qui va dire à sa mère, « Maman, je m'ennuie. » Et sa mère de lui dire, je comprends que tu t'ennuies. Puis, by the way, c'est correct de s'ennuyer. Ça fait partie de la vie aussi. Donc, vis ton ennui. Donc là, le petit gars, il reste avec l'émotion. Il n'essaye pas, il ne considère pas que l'émotion qu'il est en train de vivre n'est pas bonne. Il la vit, cette émotion-là. Et ce que ça fait plus tard, ça fait des êtres qui sont beaucoup plus proactifs, ça fait des êtres beaucoup plus intelligents émotionnellement et beaucoup plus appréciés dans les entreprises parce qu'ils sont capables de nommer les choses, sont capables de dire les choses
au lieu de vouloir que ça ne soit pas là. Donc, quand je suis en contrôle émotionnel, je ne veux pas que l'émotion soit là. Hein, c'est drôle, tu as de l'air fâché. Ben non, pourquoi tu dis ça, j'ai de l'air fâché? Come on. Puis en plus, tu penses que ça ne paraît pas. Moi, c'est plus facile. Donc, quand on a un peu d'intelligence émotionnelle, on est capable de lire ça chez les gens. Même s'ils disent rien, on est capable de les sentir émotionnellement dans quel état ils sont. Et le leader d'aujourd'hui a besoin de cette information-là parce que c'est de l'information qui souvent est non dite, mais qui a une grande valeur dans un choix de ce qu'on peut faire en équipe ou d'une décision qu'on a à prendre ou d'une direction qu'on a à prendre. Donc, lorsque je suis en maîtrise émotionnelle, c'est correct d'avoir d'émotions. Je suis un être d'émotion. Donc, je n'essaie pas de me cacher, je n'essaie pas de fuir ça. C'est ça qui se passe en moi, c'est ça qui se passe en moi. Je reconnais cette émotion-là. Je suis capable de la dire, je suis capable de la sortir. Et une fois qu'elle est sortie, à ce moment-là, je récupère l'énergie nécessaire pour continuer à avancer et aller de l'avant au lieu de résister à l'émotion qui est là que je ne veux pas avoir. Ça, ben, comme un de mes clients, un moment donné, un groupe m'engage pour travailler avec un des frères propriétaires dans l'entreprise parce que les frères qui ont des postes plus élevés dans l'entreprise, lui, il est plus jeune, il a des postes moins élevés à ce moment-là dans l'entreprise, ils ont l'impression qu'il défait tout ce qu'ils font parce qu'il pète sa coche une fois par semaine. Fait que je le rencontre, fait qu'on pourrait s'imaginer, il va l'aider à mieux contrôler ses émotions, pas péter sa coche, pas en tout. Le premier coaching, ça a été, écoute, je t'entends, je vois comment tu opères, j'ai son profil de personnalité, il y a une spontanéité émotionnelle élevée, en plus d'avoir une structure élevée, ce qui veut dire dans notre langage qu'il aime que les choses soient bien faites. Fait qu'il y a plein d'occasions de ne pas être content des résultats, mais il ne sait pas comment il fonctionne. Là, OK, on a son profil, etc., Puis la conclusion du premier coaching, c'est maintenant, dorénavant, tu vas péter ta coche plus souvent. Là, il est comme quoi? Tu es supposé d'être engagé pour m'aider à ne pas péter ma coche. Oui, mais pourquoi tu ne la pèterais pas un petit peu lundi matin plutôt que d'attendre de la péter gros de même jeudi après-midi parce que tu viens d'accumuler 50 frustrations? Tu ne penses pas que ta colère, parce que le travail n'a pas été bien fait, l'employé n'a pas bien compris, elle pourrait être justifiée? Tu ne penses pas que ce serait possible d'aller voir l'employé puis de lui dire, tu sais, de sacrer si tu sacres dans ton entreprise, mais tu sais, d'être capable de dire quelque chose pour sortir la colère puis dire, tabarouette, encore. Fait combien de fois qu'on en discute? Comment se fait qu'on a encore ce problème-là? Bon, regarde, excuse-moi, là, ça n'a rien à voir avec toi, il fallait que ça sorte, là. OK, quelle conversation on a besoin d'avoir pour qu'on cesse de faire cette erreur-là? Là, tu n'as pas accumulé, mais lui, il accumulait toute sa semaine, puis c'est sûr qu'il pétait sa coche. Naturellement, quand il a réussi à intégrer ça, il pétait sa coche, entre guillemets, il ne la pétait plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les employés s'attendent à ça. Il y a une situation qui demanderait, mettons, l'expression, je peux vous mettre mes doigts, de ça de colère, puis il ne l'exprime pas, puis il ne l'exprime pas, puis il ne l'exprime pas, puis il ne l'exprime pas. Fait que c'est sûr qu'à la fin de la semaine, c'est rendu ça. Puis l'employé, il voit bien que ça n'a pas rapport, là. Il va dire, OK, je comprends qu'il ne soit pas content, mais à ce point-là, c'est pas si catastrophique que ça, là. Il n'y a plus de cohérence. Alors que si j'ai une saine colère, la grandeur qu'il faudra, puis que l'employé sait que ça mérite ça, puis que c'est ça qu'il reçoit, c'est beau, là. C'est correct, là. C'est cohérent. Parce qu'on a 3 cerveaux. La cognition, l'émotion, puis l'instinct. Fait que ça serait peut-être important de leur donner de l'espace. Bien, tout à fait. Puis on n'a pas le choix, de toute façon, Luc, si on vise la maîtrise. Tu sais, si on vise la maîtrise, on a les 3 cerveaux connectés. C'est pas pour rien que notre parcours, c'est reconnexion pour leader, c'est reconnexion, reconnecter à ça. Et j'ai vu un commentaire passer de Patricia qui disait, très bon exemple, puis on le voit bien dans notre système d'éducation. Puis moi, je dis, on ne voit pas juste ça dans le système d'éducation. Moi, je peux vous dire, honnêtement, là, dans les entreprises, puis pas parce que je suis dans le jugement ou quoi que ce soit, là, il n'est pas là le point. Je le vois chez les équipes de direction de 10, 12 personnes, l'âge moyen émotionnel est à peu près entre 13 et 15 ans. C'est exactement des comportements d'ado.
OK? Puis j'ai vécu un exemple qui m'a jeté à terre il y a quelques années où ma fille, à l'époque, avait 14 ans, puis je rentre souper le soir, puis je venais de passer une journée chez un client avec 2 vice-présidentes, une de 52, une de 57 ans, qui vivent un conflit depuis 7 ans. Puis le patron a fallu qu'il a doublé sa structure organisationnelle pour satisfaire les deux. Mais ça n'a pas de bon sens, là, combien ça coûte cette affaire-là? Là? C'est complètement fou. Là. Puis je vais voir la première pour lui demander, c'est parti de où ça, cette relation difficile-là? Elle ne s'en souvient pas. L'autre non plus, elle ne s'en souvient pas. Puis je dis, les filles, vous ne pensez pas que tu devrais peut-être aller la voir et en parler? Oh non, non, c'est elle qui a commencé. Puis là, j'arrive le soir, puis je suis en train de souper avec ma fille, puis elle me dit qu'elle s'est chicanée avec son ami Gabriel, puis je dis, ah oui, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? As-tu l'intention d'aller la voir? Elle dit non, elle dit, c'est elle qui a commencé. C'est la même chose. Donc, le blocage émotionnel, la libération de cette puissance-là qui est complètement endormie en nous, amène les gens à habiter leur puissance. Quand tu es un leader et tu es puissant, tu as de l'impact sur beaucoup de gens. Je ne dis pas d'utiliser un petit pouvoir d'ego. Je dis d'utiliser la pleine puissance de ce que l'on porte à l'intérieur lorsque, justement, on est en maîtrise de ce que nous sommes. Absolument. Et unité est à propos de ça. C'est très différent d'ailleurs comme parcours de leadership. On va en parler beaucoup plus vendredi, mais tu touches à des points tellement intéressants, puis qui me rappellent les plus beaux feedbacks que j'obtiens moi en coaching, qui me font vraiment le plus de bien. C'est quand j'entends quelqu'un dire, je ne sais pas comment tout ça s'est mis en place, là, mais j'ai le même job, les mêmes responsabilités. Bon, je me connais un peu plus, oui, OK, je n'ai pas tout à fait toujours les mêmes réactions. Oui, OK, j'ai un petit recul qui fait que je ne réagis pas comme en réaction. J'ai comme un temps qui me permet d'offrir une meilleure réponse, etc., etc. Fait qu'ils disent, oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai recommencé à jouer avec mes enfants, puis j'ai vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir le faire. Oui. C'est comme si on n'arrivait pas. Moi, quand la première fois, j'étais vraiment content d'entendre ça. C'est comme, wow! Même job, même responsabilité, le même gars, là, sauf qu'il est un peu plus informé, il est un peu plus conscient, il a fait des exercices qui lui ont permis de se découvrir, il fait des exercices quotidiens pour garder ce recul, ce sain recul qui te permet d'observer ce qu'il y a là, d'observer ce qui se passe ici, d'observer ce qui se passe dans le ventre, de t'observer, de t'auto-observer. Mais la nette résultante, c'est, comme tu le disais, une dépense d'énergie beaucoup moindre pour arriver au même résultat, ce qui fait qu'il peut jouer avec ses enfants. Puis ça, là, ça défie toute logique, parce que tout a de l'air pareil, mais ce qu'on a oublié, puis moi, ce que j'ai appris naturellement au niveau des neurosciences, c'est que dépenser avec des émotions, c'est des influx nerveux dans le corps, là, puis qui passent de nerveux à chimique, nerveux. Bon, il se passe quelque chose, ça demande du jus. Si tu passes de 50 000 pensées par jour parce que tu es énervé et que tu cherches à avoir le contrôle, à 30 000 parce que tu as fait le travail pour faire en sorte que tu sois vraiment présent, ici, maintenant, de ne pas t'accrocher avec ce qui devrait être, de le remarquer. Ah, mon ego n'est pas content. Ouais, effectivement, je la sens, la colère, ça ne devrait pas être de même. OK, mais c'est ça que j'ai. C'est quand toutes ces réactions-là se mettent en place, on n'a plus du tout la même vie. Parce que là, on passe de 50 000 à 30 000 pensées par jour. On économise beaucoup d'énergie. Et on finit par vraiment voir pour nous-mêmes que pour accéder à la haute performance, le seul chemin, c'est le bien-être. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Oui, et c'est surtout de vouloir arrêter de vouloir performer. La haute performance arrive quand j'arrête de vouloir performer. Oui, effectivement. Quand j'essaie de performer. Oui. Exact. Ouais. Tout à fait. Puis c'est très, très juste, tout ça. Tu sais. Puis l'idée là-dedans, la question que moi, en tant que leader ou en tant que personne qui a de l'influence sur les gens, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que ces gens-là soient autonomes? Est-ce que je veux être en mesure de les rendre meilleurs pour que, puis pensez-y 2 secondes, là, ceux qui sont dans le contrôle, là, si vous rendez les gens autour de vous meilleurs, pensez-vous que vous allez avoir des meilleurs résultats? C'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, on ne fait pas ça en entreprise parce qu'on a peur de perdre le contrôle.
Puis oui, on l'a dit tantôt, on a besoin d'avoir des notions de contrôle. Okay? Si vous prenez un cours à l'université, là, ils vont vous parler du PODC, puis ils vont vous dire, ouais, mais là, il faut mesurer, puis il faut contrôler comment les choses se font, puis l'exécution, puis tout ça. Oui, ça, on appelle ça de la gestion. La maîtrise est au niveau du leadership. Puis, rappelez-vous une chose dans votre vie. Regardez dans le passé tous les gens qui vous ont influencé, qui vous ont fait du bien. Vous rappelez un vieux prof, vous rappelez une vieille tante, une grand-mère ou quoi que ce soit, là, vous dites, ah oui, elle a eu vraiment un effet bénéfique sur moi. Pourquoi elle a eu un effet bénéfique? Y a-tu des jeunes aussi qui font ça ou c'est juste des vieux? C'est juste des vieux. Puis, les jeunes également, l'idée, c'est ce que tu vas te souvenir de elle, ce n'est pas nécessairement de cette personne-là ce qu'elle t'a dit, mais tu vas te souvenir comment elle t'a fait sentir en sa présence. Exactement. Exactement. Okay? Donc, le leader, c'est exactement ça. Quand on est un bon leader, ce n'est pas moi qui se proclame leader. C'est l'autre qui va me dire, lui, c'est un bon leader. Pourquoi? Parce que je me sens bien avec lui et il m'amène à développer mon plein talent. Il m'amène à vouloir développer mon plein potentiel au lieu d'essayer de me contrôler pour que je fasse ça comme lui pense qu'il faut. C'est intéressant. C'est un point super intéressant que si on fait une boucle avec le contrôle émotionnel, Brené Brown, que plusieurs connaissent aujourd'hui, qui a écrit un livre sur la vulnérabilité, qu'on entend beaucoup parler, encore une fois, dans Corporate America en ce moment, de la vulnérabilité comme un nouvel attribut de leadership qui, il y a à peine 10 ans, était comme, voyons donc, là, que c'est ça, c'est n'importe quoi. Là. Ben, elle, dans ses études, ce qu'elle a réussi à démontrer, c'est qu'on ne peut pas contrôler les émotions d'une façon sélective. Je ne peux pas dire que je vais contrôler ma colère puis que le reste, je vais le laisser vivre. Quand on est dans le contrôle émotionnel, c'est unilatéral. Tu contrôles toutes tes émotions. Donc, si tu as appris pour survivre, puis pour avoir un certain succès dans ta vie apparemment, des façons de contrôler pour faire en sorte que ça marche autour de toi, bien remarque que si le contrôle émotionnel en a fait partie, ça se pourrait que tu aies de la misère à exprimer autre chose que de la colère aujourd'hui parce que 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de contrôle émotionnel devient très vite de l'ignorance émotionnelle, incluant se sentir aimé, incluant la joie, incluant la simplicité de s'asseoir, regarder un arbre, puis de se sentir connecté à la nature, puis de voir comment la vie est extraordinaire. Très juste. Très juste. Puis à ce moment-là, ben, je trouve que la vie n'a pas de saveur. Je ne comprends pas la vie, puis là, je m'emmerde, puis je m'ennuie et je deviens aigri et malheureux. Pourquoi? Parce que j'ai le cœur qui est sclérosé. La maîtrise, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est le développement de l'intelligence du cœur. Et ça, ce qui est merveilleux, et ce qui est merveilleux avec l'émotion, c'est que l'émotion n'a pas d'âge. Oui, je vous disais tantôt, là, pour mettre un âge physique en entreprise, c'est à peu près 13 à 15 ans. Là. Mais lorsque je suis capable de voir ça, que j'ai 40, 50 ans, puis là, que je réagis comme un ado de 13 ans, 14 ans, puis je veux aller débloquer ça, puis je débloque ça, je récupère l'énergie que j'ai bloquée là. Exact. J'ai accès tout de suite à cette énergie-là. Pas dans 2 ans. C'est un phénomène qu'on... Oui, on n'a pas le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui, d'autant plus qu'il nous reste à peine... à peu près 5-6 minutes, là, Yves. Mais c'est sûr qu'on l'explore en long et en large dans le parcours. Qu'est-ce qu'on pourrait laisser à ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour les remercier comme outil pour qu'ils puissent reprendre la connexion avec le cœur, pour ceux qui se sont reconnus là-dedans, pour ceux qui savent déjà qu'ils s'approchent plus de la maîtrise que du contrôle, bien, c'est un outil qui va les aider également. Moi, je pense à l'arrêt aux heures. Je ne sais pas si c'est lui que tu recommanderais ou tu recommanderais d'autres choses. Oui. Ben, moi, je pense que notre exercice là, qu'on appelle time out, là, un petit exercice où prendre le temps d'arrêter juste pour commencer à regarder comment je me comporte, comment ma personnalité se comporte. Lorsque je mets un alarme sur mon téléphone que je peux mettre aux 2 heures, aux 3 heures, et lorsque je fais cette pause-là, j'arrête. La première chose que je regarde, c'est comment je me sens.
OK? Puis plus qu'une émotion ou deux, là, allez vous chercher une liste d'émotions sur Internet, puis passez la liste pour commencer à développer cette intelligence émotionnelle-là au niveau du langage. Je me sens agité, je me sens déçu, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens frustré. C'est quoi qui est là? Et tout de suite après ça, de regarder c'est quoi la pensée que j'ai. Donc, la pensée et l'émotion sont liées ensemble. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que c'est la pensée qui déclenche l'émotion. Donc, c'est votre personnalité qui déclenche cette émotion-là. Et le troisième, d'essayer d'identifier c'est quoi le besoin de ma personnalité. Puis, on va le résumer à 3 besoins là, pour garder ça simple. Là. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Donc, est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est un besoin de... Avant que tu ailles plus loin, la sécurité en entreprise, déjà, on entend sécurité, avoir un toit sur ma tête, avoir de quoi manger, ne pas être en survie, ne pas être dans la misère, OK? Mais sur le plan d'une entreprise, est-ce que je peux parler des vraies affaires sans risquer ma job? Est-ce que je peux dire à mon patron que ce qu'il vient de faire, ça ne marche pas avec mon département, puis qu'il faut qu'on s'organise sans risquer autre chose? Est-ce que je peux vraiment m'exprimer? Est-ce qu'il faut que je le fasse comme on me le dit, ou si j'ai une meilleure façon de le faire, que j'ai l'espace, la sécurité pour explorer? C'est ça. Donc premier besoin de sécurité. Cette sécurité-là. Le deuxième, le besoin de me sentir inclus et aimé dans l'équipe. On va souvent appeler ça le sentiment d'appartenance dans une entreprise. Est-ce que j'ai le feeling que j'appartiens à ça, à cette équipe-là, à cette organisation-là, à ce groupe de direction-là, peu importe là, ce que vous mettez comme équipe-là. Et le troisième, c'est le besoin de crédibilité. Et ça inclut même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas ce besoin-là. Parce que souvent, ils se regroupent sur Internet dans des groupes qui disent ne pas avoir ce besoin-là. Mais ils sont quand même dans un groupe. Ça fait partie de notre ADN, de faire partie. On est des êtres grégaires. On a besoin les uns des autres. Oui, on a besoin d'être en relation. Donc, ça, c'est la première étape. Là. OK? Donc, il faut comprendre ce concept-là. Donc, lorsque je prends ma pause, mon téléphone me met une alarme, j'écris comment je me sens, j'écris c'est quoi la pensée que j'ai actuellement et je regarde c'est quoi mon besoin. Là, vous allez prendre du recul par rapport à votre personnalité à ce moment-là, puis vous allez l'avoir à l'œuvre. Après quoi, vous êtes... Tu n'as pas nommé le troisième besoin en passant? Oui, la crédibilité. Ah, je pense que c'est parce que tu n'écoutais pas, mais c'est pas grave. Donc, le besoin de crédibilité, c'est est-ce que je me sens crédible dans mon travail? OK? Puis, à ce moment-là, quand je fais ça, après ça, je vais suivre ça avec 2 minutes de respiration qu'on appelle de la cohérence cardiaque, qui est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Pourquoi faire de la cohérence cardiaque? Simplement pour reconnecter de façon physiologique la tête avec le cœur, avec le gut, l'intestin ou la horte. À ce moment-là, je suis en résonance cardiaque, les 3 cerveaux se reconnectent. OK? Et par la suite, je retourne au travail. Puis 2 heures après, ça ressonne encore, je fais encore la même chose. Quand je fais ça sur une période de 30, 45, 90 jours, ce que ça développe en moi, ça développe la capacité que j'ai de passer de prisonnier du contrôle dans ma personnalité à un état d'observation de ce qui se passe en moi. Et là, la puissance que je développe sur les comportements que je veux avoir est amplifiée énormément. Okay? Donc là, à ce moment-là, je peux voir autre chose que simplement pris au premier degré. Tantôt, je voyais ça là, passer dans les commentaires. Oui, passer. Il y a quelqu'un qui disait le contrôle, c'est être au premier degré. Tout à fait. Mais le premier degré de quoi? C'est de ça qu'on va vous parler en masse dans le parcours unité qui permet justement de se dégager, de revenir à ce que nous sommes profondément et à ce moment-là, d'avoir beaucoup plus de puissance en tant que leader et sans nécessairement la chercher, cette puissance-là. Exactement. Bien, écoute, merci Yves de cette clarification. On vous rappelle donc que vous pouvez vivre à votre façon le parcours unité et ses enseignements en essayant cet exercice qu'on vient de vous proposer, le time-out régulier avec une alarme ou
à quoi je pensais, comment je me sens, quel est le besoin de ma personnalité. Puis juste ça. Après ça, un peu de cohérence cardiaque. Vous pouvez faire vos recherches, cohérence cardiaque. Il y a plein d'applications qui existent pour vous aider à avoir le bon rythme, parce que ce n'est pas juste de respirer. Il y a un rythme précis, une cadence qui fait que le corps reconnaît OK, il n'y a pas de menace, l'amygdale cérébrale décroche, renvoie un nouveau signal pour dire, OK, on n'est plus en survie, rebranche les facultés les plus élevées. Donc, croyez-nous pas, faites-en l'expérience. C'est pourquoi Unité, c'est un parcours d'exploration et d'expérimentation. On ne croit pas avoir la vérité, sauf que Yves et moi, on fait quelque chose de similaire dans le sens qu'on pratique les outils qu'on enseigne. Si on ne les pratique pas parfaitement et totalement aujourd'hui, on les a pratiqués assez longtemps pour avoir intégré certains des enseignements. Donc, on vous invite à faire ça. Et à revenir aussi, vendredi, on a un autre live, cette fois, où on va résumer un peu ce qu'on vient de discuter aujourd'hui et on va parler du parcours. Comment ça fonctionne, ça dure combien de temps, c'est quoi, c'est pour qui, c'est comment, enfin, toutes les questions que vous pourriez avoir autour de ça. Michael, je ne sais pas si tu veux revenir avec nous pour la conclusion. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Merci à chacun de vous d'avoir été là. Merci, mon grand chum Yves, d'avoir été là. Hey, merci, Luc. Michael, on te laisse la conclusion. On t'entend pas. C'est très aimable à vous de me laisser la conclusion. Je ne suis que là pour vous permettre d'exprimer ce que vous avez de mieux à exprimer. Aujourd'hui, le parcours Unité, c'est vraiment un parcours exceptionnel. On vous recommande d'y prendre part. Vous avez aussi la possibilité exceptionnelle de découvrir ce parcours Unité avec une offre découverte gratuite. Donc, si vous allez sur parcoursunité.com, vous allez très rapidement tomber sur une page et vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement, ce qui vous permettra d'accéder au premier module et de vous rendre compte si ce parcours vaut le coup pour vous d'y participer. Donc, on est très heureux de terminer cet épisode-ci. On vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi, comme l'a expliqué Luc, on va continuer de traiter cette thématique d'aujourd'hui, contrôle ou maîtrise, mais surtout, on va faire la part belle à vous exposer comment le parcours Unité peut vraiment être une belle chose pour vous, comme on vous l'a dit, un parcours d'exploration, d'expérimentation, pour pouvoir être le leader naturel que vous méritez d'être. Voilà, on vous souhaite une belle fin de journée. Luc, Yves, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et Pierre qui était avec nous en coulisses. Merci Pierre d'être avec nous. On vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir.